Bonjour l'élite, nous sommes sans doute le lundi 23 mai 2022 à l'heure où sort cette vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de deux cités, hein, deux villes françaises, l'une plutôt perchée dans les montagnes, l'autre plutôt pas trop éloignée de la mer, même si ça ne donne pas directement sur la mer. Et oui, bien sûr, nous allons parler de Bordeaux et de la crise de l'hôpital qui la touche, et de Grenoble, voilà la fameuse cité iséroise, et de la crise de quoi? De créolisation aussi qui la touche avec le fameux Burkini. Voilà, bon, on va beaucoup moins se parler du Burkini que de l'hôpital dans cette vidéo, que j'espère aussi pas très longue, même si c'est un sujet très important. Enfin, qui est l'un des trucs les plus importants, hein, les hôpitaux, le système de santé globalement, enfin voilà, ça touche à la santé, à la vie, donc bref, c'est toujours assez complexe et assez impactant. Voilà, pour moi, quand j'envisageais un peu de parler de cette vidéo, je me suis dit, il y a un sujet social typiquement et un sujet sociétal. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, enfin il y en a qui disent que social et sociétal, c'est en fait la même chose, mais c'est juste des gens qui veulent un peu jouer sur les mots. Après, je pense que tout le monde comprend bien que social, ça va plutôt toucher au rapport de production, enfin aux conditions de travail grosso modo, et à la redistribution des richesses. Alors que le sociétal, ça va plutôt être du point de vue des mœurs et voilà, du comportement des gens par rapport à, certaines pratiques, certains événements. Et donc oui, pour parler du sociétal, donc vous savez que non, Grenoble, bah, ça fait quelques années déjà qu'on sait que la cité est créolisée, hein, comme le dirait Mélenchon. Il y a eu pas mal... ça n'a pas la même réputation que Nantes ou Marseille, mais ça a quand même une réputation assez sulfureuse, hein, au niveau des agressions, tout ça, au niveau, bref, au niveau de ces choses-là. Et alors, ça n'a rien à voir, bien entendu, ça n'a rien à voir, mais en marge de ce pourquoi est connue la ville, aussi connue pour la pollution, parce que même si c'est une belle ville située vraiment pas loin des montagnes, et ça c'est vraiment beau quand tu y es, tu peux voir les montagnes pas loin, tu te dis bon ok, en une heure je vais faire des jolies balades ou autre, et bien c'est le fait qu'il y ait ces montagnes fait qu'il y a de la stagnation d'air, et que donc il peut y avoir plus de pollution qu'autre part, voire même beaucoup plus qu'autre part, avec des nuages qui stagnent autre. D'ailleurs, je crois que le bassin isérois est assez riche finalement en entreprises de production diverses, donc il y a quelques fumées industrielles qui viennent stagner au-dessus de la ville. Donc voilà, ville connue pour sa criminalité et sa pollution. D'ailleurs, je sais qu'à une époque, en gros, vous savez que la Savoie, pendant toute une période, c'était ni français ni italien, hein. C'était la Savoie, quoi. C'était un truc à part, hein, comme la Prusse ou autre, quoi. C'était pas l'Allemagne, c'était pas pareil. Et du coup, qui dit Savoie dit pas mal finalement d'Italiens ou de personnes qui sont mille l'une mille l'autre. Et qui dit italien dit pas forcément mafia ou autre, mais je sais que Grenoble était assez connu pour avoir une rue notamment où il y avait pas mal d'endroits où on savait que c'était la mafia qui gérait ça, quoi. Une rue avec quelques pizzerias ou autres. Je sais plus s'il y a eu des affaires comme avec la French Connection ou la mafia corse à Marseille ou autre, mais ça me dit quelque chose en tout cas, des trucs avec la mafia italienne qui était assez forte à Bordeaux, à Grenoble. Putain, en fait, je dis Bordeaux à chaque fois et je confonds. Et bon, cette mafia se serait-elle faite créoliser? On sait que faudra faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il y a beaucoup de Nigérians en gros, et la mafia italienne est en train de sous-traiter la violence, le racket, etc. aux Nigérians qui n'ont pas le droit de porter des armes à feu du coup, mais qui peuvent avoir des couteaux, etc. Il faudra absolument que j'en parle, c'est intéressant. Donc bref, est-ce qu'il y a eu une créolisation aussi de la mafia à Grenoble, hein, autrefois plutôt italienne et aujourd'hui peut-être venue d'autres horizons, hein, venue de l'autre côté de la Méditerranée? C'est possible. En tout cas, quand on parle de mœurs orientaux, on peut aussi parler, voilà, de ce fameux Burkini. Mon avis très basique là-dessus, je vais commencer par oui, me dire que c'est vous dire que oui, il y a un groupe politique pas forcément cohérent, pas forcément qui s'exprime, mais qui grossit, qui se reproduit plus que les autres, et qui n'a pas forcément en tête les mêmes valeurs et les mêmes objectifs de société que le reste de la population. Donc oui, grosso modo, les musulmans gagnent du terrain en termes démographiques et en termes de leur importance dans ce qu'ils peuvent imposer comme vision de la société, etc. Et donc oui, bah,
pour moi tout ce qui accélère la destruction de la France et donc par cette islamisation grosso modo est à rejeter. Il y a pas de, y a pas de débat. Que ce soit la halalisation des choses, enfin, tout est problématique. Ou du moins vraiment à sous-peser avant d'accepter. Et donc le fait d'autoriser les burkinis, donc de donner plus de place dans la culture française à l'islam tout simplement, est une défaite. Le simple fait de l'envisager pour moi est une défaite. Le fait de l'autoriser est une trahison, surtout venu de, je crois, Éric Piolle et pas communiste, mais Europe Écologie Les Verts. Et finalement, c'est bien ce qu'on dit sur Europe Écologie Les Verts, donc les fameux écolos depuis tant d'années. C'est pas tant que l'écologie est leur truc principal, mais c'est l'Europe, faire passer l'Europe avant tout, et la créolisation, grosso modo, enfin le wokisme, comme on pourrait l'entendre, et bah, fidèles à leur réputation, ils continuent avec leur lubie de destruction de la culture française. Je crois que c'est eux aussi qui avaient interdit le Saint-Pain, quoique non, ça c'était à Lyon. Mais Grenoble n'a pas dû être en reste aussi. Et avec ce genre d'initiative, oui, d'inclusion ou autre, on se rappelle qu'à Troyes, je ne sais plus, c'était une initiative des écolos aussi, mais ils avaient mis en place des navettes gratuites entre les cités et comment ça s'appelle, un joli parc, enfin, un petit lac qui était là-bas. Et du coup, effectivement, tu avais des bandes de 30 jeunes qui présentaient toutes des caractéristiques physiques assez communes, qui venaient casser les couilles des touristes, des gens, etc. Je sais pas comment c'est résolu cette situation, mais en tout cas, c'était un problème. Bah là, c'est encore différent. C'est juste, bref, on autorise les burkinis. Donc déjà, pour moi, c'est une défaite et ouais, bah c'est triste, etc. En plus de ça, et sur le long terme, ça présage rien de bon parce que plus ils sont en position de force, plus ils vont exiger des choses et plus après ils vont se constituer en un bloc uni qui sera de plus en plus gros et plus ils pourront détruire ce qui nous reste ou nous soumettre de différentes façons. Donc déjà c'est mauvais. Et puis en parallèle de ça, oui bien sûr, le fait que ça autorise à la fois les seins nus et les burkinis, tu te dis c'est un bordel, ça va pas marcher. Fameuse crise de l'intersectionnalité, bon ça a été dit par tout le monde, donc vous inquiétez pas. Et oui, petite position de Bassem aussi là-dessus, qui disait, mais si vous êtes normalement dans le truc islam, etc., faites-le chez vous en privé, et normalement vous n'avez pas à aller faire de la piscine municipale si vraiment vous êtes dans le délire musulman ou autre. Si vous voulez mettre un burkini, qui au départ en plus a été créé, ça je l'ai appris en écoutant un truc d'Alice Cordier et Greg Tabibian récemment, ça a été créé par l'Australie, par une design australienne, parce qu'il y avait en gros des immigrés libanais musulmans qui faisaient chier les personnes d'une certaine plage, et donc du coup ils sont venus enfin je sais plus, et donc comme ils ont voulu mettre des femmes, après les femmes ils ont voulu mettre des personnes peut-être libanaises, je sais pas, pour que ce soit plus facile de communiquer avec eux, et du coup comme c'était des femmes et qu'elles étaient musulmanes et qu'elles pouvaient pas mettre de bikini ou autre, ils ont inventé le burkini pour ça. Donc c'était déjà une soumission à cette créolisation. Et là, à côté de ça, donc, voilà, on refait la même chose finalement. On se dit, enfin, il y en a qui se disent, oui, c'est bien qu'elles aillent se baigner ou autre, mais elles peuvent déjà se baigner en fait tout à fait si elles adoptent un peu les mœurs du pays qui les accueille et dans lesquels elles sont venues de leur plein gré, ou dont leurs parents sont venus, ou si ça existe aussi des Françaises depuis X générations qui se sont converties. Donc bref, elles peuvent tout à fait se baigner, c'est juste qu'elles veulent conjuguer ça avec des pratiques religieuses qui n'ont pas leur place, enfin voilà. Donc rien de plus à dire, hein, c'est chiant, et que ce soit les écolos qui fassent cette trahison, ben oui, mais du coup les écologistes qui ne sont pas portés par ce changement de population, ce changement de mœurs, vont être dégoûtés du parti écolo et vont se tourner vers autre chose. Sauf que quand on se tourne vers autre chose, il y a Mélenchon, et c'est la même chose en fait à ce niveau-là. Donc va peut-être y avoir une offre écologique plus de droite qui va émerger à un moment. Enfin je sais pas, mais c'est pas une observation nouvelle que je vous dis, hein. Je me souviens, il y a 10 ans les gens en parlaient déjà, mais c'est un petit truc. Bref, ça c'était pour le burkini. Oui, donc Bassem, je sais plus si j'ai fini l'idée, mais Bassem dit, si vous êtes vraiment musulman, rigoriste, etc., n'allez pas en cuisine municipale parce que c'est pas censé être en accord avec ce truc. Et
Donc voilà, bon, moi je m'exprime pas sur ça, mais j'ai entendu ce truc-là et je suis plutôt d'accord. Si t'es vraiment, de manière générale, si tu es vraiment strict avec ce que tu veux t'imposer toi-même, le fait de changer, de transitionner, de changer ton corps, le fait de vivre ta foi, etc., pourquoi tu as besoin de l'imposer aux autres? Pourquoi tu as besoin que, parce que tu as transitionné, tout le monde t'appelle lui ou elle, alors que c'est bon, c'est toi qui l'as fait, t'as pas enfin je sais pas, moi c'est comme ça que je vois les choses, tu changes pour ça, eh ben, tu comprends que les gens ils sont pas tous sur ton diapason et tu vis ton truc et enfin tu peux vivre épanoui sans avoir besoin que la société se moule à ton truc. Et c'est tout ce problème du wokisme et de l'individualisme et du fait que je sais pas, il y a divers positionnements en France qui fassent qu'on écoute ça et qu'on soit particulièrement réceptif à toute leur doléance. En France et ailleurs, ben, c'est que ouais, ben, on se détruit, on forme d'autres segments de la société qui ont d'autres intérêts et grosso modo ça contribue à un effondrement ouais, de notre civilisation. Donc voilà pour le Burkini. Et autre sujet autrement plus important, le CHU de Bordeaux en mode dégradé, les patients seront accueillis par des bénévoles. Et oui, ben c'est autrement plus grave, hein, parce que oui, d'un côté, il y a le changement de culture, changement de population, qui est chiant et qui en plus de toucher à certains, comment ça s'appelle, à certains préceptes, on va dire, un peu personnels, peuvent aussi être traduits par une hausse de l'insécurité ou enfin, plein d'autres choses. Hein. Vous savez que voilà, avoir des personnes qui se communautarisent différemment que le modèle français, qui ne s'assimilent pas, etc., ben, ça fait plein de choses, hein, notamment, et c'est la façade la plus visible, ça va être de l'insécurité. Donc c'est un sujet quand même important, mais enfin, l'hôpital, c'est-à-dire le fait d'être soigné pour des personnes lambda, quoi, qui n'ont pas forcément les moyens pour une clinique ou autre, c'est un truc ça urgent et vraiment chaud. Donc les patients seront accueillis par des bénévoles. Tu dis putain, la France, comme on dit, hein, je sais plus combien de puissance nucléaire, nucléaire mondiale, qui a le nucléaire, qui a plein de choses, qui peut aller déstabiliser des gouvernements en Afrique ou autre, et on n'est pas foutu de s'occuper de nos hôpitaux, on va fonctionner avec des putains de bénévoles. Pendant ce temps, il y a effectivement de l'argent par pelleté qui s'évade fiscalement et de l'argent par pelleté qui est aussi utilisé pour des personnes qui fraudent socialement ou qui agressent ou autre, enfin bref, qui développent des coûts. En parallèle de ça, bon, la santé c'est un truc complexe, hein, entre les problèmes d'addiction avec le tabac et l'alcool qui coûtent cher, l'addiction à la bouffe, les obèses aussi qui coûtent cher, hein, population vieillissante qui a besoin de soins médicaux aussi, donc y a tout ça, il y a plein de trucs convexes qui nous amène à cette truc-là. Et en plus, bien sûr, les politiques, on sait, qui aiment bien dégrader les services publics pour qu'après ce soit privatisé. Et du coup, tout ce qui perd de l'argent est conservé au public, tout ce qui permet d'en gagner va au privé. Et la boucle continue. Et on se transforme en, je sais pas, en Brésil ou en autre pays compliqué comme ça. Alors, face au burn-out en cascade et au manque de personnel, les patients accueillis par des bénévoles en agence, Gilbert Moudin, infirmier anesthésiste et représentant du personnel Sud Santé Sociaux de l'établissement bordelais, était mardi sur France Info. Bien sûr, alors j'ai pas tout regardé, mais j'ai commencé à voir cette super vidéo de Greg Tabibian, je suis pas content, sur l'hôpital, voilà. Il a sorti cette vidéo il y a quelques temps, bon alors, mon internet va pas marcher, mais tapez tout simplement Greg Tabibian hôpital, et vous aurez sa dernière vidéo avec un mec qui est un expert, hein, pour le coup, je sais plus s'il est urgentiste ou autre, mais en tout cas c'est quelqu'un je crois qu'il a déjà écrit des bouquins sur le sujet, et en tout cas il est vraiment dans l'œil du cyclone, donc il en parle bien. Moi j'ai écouté que 15 minutes, mais il faut que je finisse cette capsule. Voilà, si le sujet vous intéresse, et le sujet normalement doit vous intéresser parce que quand même on parle de l'hôpital. Aux urgences du CHU de Bordeaux, donc centre hospitalier universitaire, les patients seront accueillis par 2 bénévoles de la protection civile et un agent de sûreté, a expliqué Gilbert Moudin, infirmier anesthésiste et représentant du personnel Sud Santé Sociaux. C'est le seul moyen trouvé par la direction pour continuer à travailler et recevoir les patients. Pourtant, Bordeaux, c'est quand même une grosse ville avec. Enfin, voilà, c'est pas un bassin comme Saint-Étienne ou autre qui était industriel, ou Détroit, c'est aux États-Unis, mais en France on a plutôt Saint-Étienne ou je sais pas, Valenciennes, quoi. Des villes qui étaient très industrielles à un moment, puis avec la désindustrialisation c'est devenu assez mort et assez morne, et voilà, c'est en perte de trucs. Non, Bordeaux, tu as des entreprises
qui fleurissent, t'as du tourisme, enfin t'as plein de choses, la richesse de tous les producteurs de vin qui normalement pourraient être assez bien dépensés dans cette ville, etc. Et le fait que le CHU quand même tombe, enfin tombe, se casse la gueule, quoi, c'est quand même. C'est un signe, c'est quand même une des grandes villes françaises, pas en expansion. Enfin, on sait qu'il y a plein de gens avec le Covid ou autres qui vont y vivre. Il y a des départs de Paris et même Bordeaux et Nantes sont connus. Hein, depuis quelques années, les gens veulent plus trop être à Paris, vont plutôt dans d'autres villes et enfin voilà des bobos ou autres et ils vont plutôt s'installer à Nantes ou Bordeaux, c'est connu. Et le fait que ça touche même cette grande ville, c'est quand même un problème. Par manque de personnel soignant, l'hôpital public a décidé de fonctionner en mode dégradé le soir et la nuit à partir de ce mercredi 17h. On a environ 40% de médecins urgentistes qui sont sur le départ ou en arrêt de travail en lien avec des burn-out, a-t-il expliqué à France Info. Comment va fonctionner ce mode dégradé? Il va être testé déjà pendant 1 heure cet après-midi. Ok, bah un test pendant 1 heure, je sais pas si ça va être un test, bah, de toute façon... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un test pendant 1 heure? Mais bon, on a eu un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ce matin. Le mode dégradé va être mis en place mercredi de 17h à 22h et ensuite de 22h à 8h du matin avec 2 systèmes de fonctionnement gradués. Quand vous allez arriver aux urgences, entre 17h et 22h, vous serez accueilli par 2 bénévoles de la protection civile à qui on souhaite beaucoup de courage. Ouais, et c'est ça aussi. Pour moi, les RSAistes, à un moment, on peut les faire bosser là-dedans. Je sais pas, on a parlé encore avec la boxe et tout le temps, il y en a qui sont contre le fait de faire travailler les RSAistes. Alors en plus, ça a été testé dans quelques villes, et c'est vrai que quand c'est des RSAistes de la campagne ou autre, enfin avec le temps pour les faire venir, pour les former, etc., c'est vrai que ça coûte au final parfois plus d'argent qu'autre chose. Et puis ouais, ça peut être compliqué, un mec tu lui demandes 1 heure de trajet, etc., pour venir. Bon après, si c'est que 5 heures de travail par semaine pour 500 balles, ça va, je veux dire, on reste en dessous d'une rémunération sur le SMIC et tu as le temps d'aller chercher du travail autre part. Et puis tu fais ce déplacement 1 fois par semaine. Donc moi, je trouverais ça pas déconnant du tout qu'on emploie par exemple des RSAistes pour pallier ce manque de personnel à des fonctions administratives, là, de prendre des gens, de les répartir, de les accueillir, etc. Ça va pas être un truc qui demande énormément de, de compétences ou autres. Après, le truc, c'est quid des absents, quid de la formation, etc. Et puis surtout, merde, on est en France, on n'a pas à dépendre des RSAistes pour notre système de santé. Enfin, tout simplement, normalement, il y a ça le truc, c'est que comment ça se fait qu'il y ait autant d'argent qui s'évade et où est-ce que l'argent est utilisé pour qu'on soit dans la merde à ce niveau-là et qu'on dépende de bénévoles. Mais après, je suis d'accord pour faire travailler les RSAistes quand même. Moi, si j'étais au RSA, ça me paraîtrait normal de travailler 4 heures par semaine. Tu te dis, bon, ben voilà, 4 heures par semaine, ça fait quoi, à peu près 16 heures par mois. Tu gagnes quand même 500 balles avec le RSA. Ça te fait à peu près 30 euros net de l'heure. 20 euros par mois, je sais pas, c'est honnête, c'est honnête. Et enfin, c'est tout. Ouais, moi, je comprends pas enfin, je comprends que des gens, ça les indigne ou autre. Et mais ça me paraît pas déconnant d'aller travailler, voilà, pour le RSA et pour les employés, oui, à balayer, enfin, nettoyer les villes ou accueillir comme ça, ou aider à transporter des patients. Dans un hôpital. Ils seront accompagnés d'un agent de sûreté parce qu'il y aura des situations assez tendues au niveau des urgences. Et oui, et oui, et oui. S'ils n'ont pas eu de régulation, s'ils arrivent par leurs propres moyens à pied ou en voiture personnelle, ils seront mis en relation avec le 15, le SAMU, pour être régulés et voir s'ils entrent aux urgences. À partir de 22h, le système est encore plus dégradé parce que les portes des urgences adultes seront fermées pour ces personnes-là. Ils trouveront face à eux un interphone qui les mettra en relation avec le médecin régulateur du 15. Ah ouais, l'angoisse. Donc déjà, t'arrives, t'es au putain d'urgence de CHU de Bordeaux, donc t'es pas un truc, un petit hôpital ou je sais pas quoi, c'est le CHU de Bordeaux et tu peux pas avoir une personne la nuit pour accueillir les gens et les dispatcher. Enfin, c'est incroyable que tu te retrouves face à un interphone, la porte fermée, quoi. La porte fermée. Une triste sensation de travailler à l'usine. Les urgences du CHR d'Orléans restent au bord du burn-out général. Comment on en est arrivé là? On en arrive là parce qu'on a épuisé totalement un système d'urgence. Cela fait plus de 5 ans qu'on tire le signal d'alarme. On n'a pas entendu les alertes de l'ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux, infirmiers ou aides-soignants où il manque des effectifs dans les organisations de travail et où on fait travailler des gens à plein régime sur des gardes de 12 heures, voire même de 24 heures pour certains médecins. On les amène à l'épuisement ou au départ. Et j'ai vu de quantité de médecins urgentistes partir à cause de ce fonctionnement dégradé. Quand on n'a pas le problème à la base, quand il n'y a pas de ressources en plus, on arrive à une rupture d'un système de fonctionnement. Mais oui, ben voilà. Ben, c'est connu, hein, c'est... Et comment ça se fait? Pourquoi le budget n'est pas utilisé là-dedans? Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas réduire le budget des diverses associations pour les mettre là?
Je sais pas. Et est-ce qu'on peut arrêter peut-être de défiscaliser aussi les dons donnés à diverses associations pour que cet argent soit plutôt utilisé en priorité à l'hôpital que là-dedans? Possible aussi, hein. À un moment, il faut revoir ses priorités. Euh, Il y a plein d'associations qui sont importantes, effectivement, et c'est bien que ce soit défiscalisé, mais à un moment, tu te dis, l'hôpital tourne plus. Donc, peut-être, on se reconcentre sur le basique, non? On met on met en place des. Enfin, voilà. Ouais. Puis, mais non, mais bien sûr, à côté de ça, il y a la taxation, hein, les fameux 40 à 80 milliards d'euros d'évasion fiscale qui sont intéressants à prendre, déterminants pour ça. Mais voilà, quand on parle de milliards, il n'y a pas que cette fraude fiscale aussi, hein. Enfin, je pense qu'avec un système de répression plus dur et d'emprisonnement, voire de retour au pays pour les mineurs isolés ou autres, à un moment, il y aurait pas mal aussi de blessures qui seraient évitées. Il y aurait pas mal de coûts de dégradation ou autres qui pourraient être évités. Et pareil, ça, c'est une dépense qui pourrait après ne pas être enfin, économisée et être injectée dans l'hôpital. Bref. Aujourd'hui, c'est la seule arme que notre direction ait trouvée pour maintenir le système et qu'on puisse continuer à travailler et recevoir les patients. On a environ 40% des médecins urgentistes qui sont sur le départ ou en arrêt de travail. Ça, on vient de le dire. Les urgences pédiatriques vont fonctionner normalement. Le problématique est exactement la même aux urgences pédiatriques, donc pour les enfants. J'ai eu des retours sur ce week-end. Il y avait des jeunes enfants qui sont restés plus de 12 heures à attendre parce qu'il n'y avait qu'un interne de chirurgie pour les prendre en charge. Cet interne a sous sa responsabilité les urgences pédiatriques. Il a sous ses responsabilités les enfants qui doivent aller au bloc opératoire. S'il est sur ces blocs opératoires, il n'est pas sur les urgences. Donc ouais, les enfants, ils arrivent. Enfin, les enfants, ils sont accompagnés par des parents, je pense. Il y a des enfants en souffrance qui attendent plus de 12 heures et c'est encore le cas ce week-end. Et ça, c'est inadmissible. Un jeune interne a quitté son poste samedi matin, les armes aux yeux, après 24 heures de garde. Voilà, système français en déroute. À un moment, qu'est-ce qui va être fait? Rien. On va avoir peut-être des mots un peu sympathiques du gouvernement ou des ministres qui correspondent au gouvernement, mais pas trop d'autres choses, j'imagine. Donc, comment on fait? Comment on fait? Voilà. Bizarre, il n'y a plus de Covid pourtant. Nous aurait-on menti sur l'état des hôpitaux? Alors je vois pas ce que tu veux dire. On disait déjà que les hôpitaux c'était de la merde, qu'avec le Covid on avait tellement un système de santé du tiers-monde qu'on a été obligé de confiner pour que les boomers et les obèses ne crèvent pas. Et, et donc, ouais, non, pour moi, c'est pas forcément contradictoire, non, mais c'est juste que oui, on continue à avoir un mauvais système de santé, mais le fait d'investir dedans, au moment, c'est quand même, dans ce système de santé, permet déjà d'avoir des personnes en meilleure santé, donc peut-être reprise économique du travail ou autre, enfin là, je parle que de l'aspect économique, et puis s'il y a des crises comme ça avec le Covid, t'as pas besoin de confiner et de mettre à l'arrêt l'économie, donc même économiquement, c'est intéressant. Si tu te dis que c'est un mal pour un bien, former plus de gens, les mettre, etc. Déjà, c'est très important parce que c'est la santé des gens. Donc, à un moment, même sans parler d'indices économiques, parce que c'est ça qui va intéresser les politiques ou autres, tu te dis, bah, c'est quand même la santé des gens, des indicateurs de santé, ce qui est le plus important. Tu vois que le taux de mortalité infantile augmente depuis 2016, alors qu'avant ça baissait, ça baissait. Tu te dis déjà, bah, c'est de la merde. Enfin, comme indicateur, il n'y a rien de plus. Je sais pas, incroyable que l'indicateur de la mortalité infantile dans un pays développé qui commence à revenir. Donc tu dis déjà il y a un problème à ce niveau-là. Et à côté, tu te dis oui, bah, en cas de crise, etc., ça permet de ne pas mettre à l'arrêt, ou en tout cas de moins mettre à l'arrêt le système. Et de ce genre de crise, ça arrivera encore forcément. Donc à un moment, faut mettre les sous là-bas. Je suis content de payer des impôts. Et oui, on se dit, les fameux impôts, il y a tellement qui parlent, un des systèmes les plus redistributifs au monde, pour payer quoi? Pour payer, bien sûr, la retraite de personnes qui ont déjà des appartements que vous louez 3 fois plus cher que eux le louer. Enfin bref, 3 fois plus cher. Ou en tout cas, les mecs ont déjà rentabilisé et vont le vendre avec une grosse plus-value. Vous allez payer les loyers et en plus, la plus grosse partie de ce que vous payez va dans leur retraite. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Non, puis il y a d'autres choses. Mais oui, à un moment, tu te dis, putain, pays le plus redistributif et pourtant les trucs gratuits commencent à s'effondrer. Donc comment ça se fait? Macron est un génie de la finance, on vous dit. Bah, en fait, c'est un génie de la finance, oui, pour détruire les trucs publics et après vendre ça à des intérêts privés. Oui, pour ça, il est très fort. Avant, je trouvais ça triste les problèmes des soignants, mais alors depuis le Covidisme, j'en ai rien à foutre. Qu'ils n'oublient pas leur 4e dose. RIP l'hôpital public, malgré les impôts de dingue qu'on paye. Ouais, j'ai posté ça plus tôt ce matin. Destruction de l'hôpital public, création à tour de bras de cliniques privées, circuler. Bonjour monsieur, malheureusement nous n'avons plus de médecin disponible. Je vous présente la personne qui va procéder à l'ablation de votre tumeur de l'hypothalamus. Bonjour.
Au final, on a l'assurance maladie, mais on pourra bientôt plus l'utiliser. Les pires, c'est que le patient boomer serait capable de demander si le bénévole est vacciné. C'est vrai. Ils sont un peu matrixés avec ça. Merci la droite d'avoir détruit le seul service potable qu'on avait en France. Et oui, à une époque, on avait peut-être pas le meilleur système de santé du monde, mais on avait l'un des meilleurs. C'était une fierté française. On se disait qu'en plus, cette sécurité sociale, etc., ne représentait pas énormément du PIB. Toute l'industrie de la santé représentait que 9-10% du PIB, alors qu'aux États-Unis, par exemple, elle représentait 15-16%. Donc il y avait un écart. Donc on se dit, on dépense moins d'argent pour soigner et on est mieux soigné et plus égalitairement en France. Sauf que 20 ans plus tard, ça se casse la gueule. Et pas forcément à cause de la redistribution, mais à cause de plus d'évasion, d'une mise sous pression, comment ça s'appelle, du salaire des médecins aussi qui joue du numerus clausus. Enfin, il y a plein de choses et voilà, on se retrouve avec ça. Alors, hôpital saturé en automne, soins critiques saturés, passe sanitaire, obligation vaccinale justifiée, tout est organisé. J'ai fait mes études d'infirmier là-bas, c'est catastrophique, alors que le CHU de Bordeaux, c'était le top 2 CHU de France. Ouais, c'est ça, je disais, Bordeaux, grosse ville, CHU, je savais pas qu'il était particulièrement connu, mais apparemment, il était connu pour être l'un des plus performants ou autres. Désormais, je suis heureux d'exercer à Genève pour de meilleures conditions salaires. La transformation de l'hôpital public d'un service de soins à une entreprise lucrative est un long processus qui démarre avec l'informatisation dans les années 80. La chaîne YouTube Décoder l'écho a fait un super taf sur le sujet. Ah ouais, bah ça je serais intéressé. Parce que je répète un peu la doxa qu'on répète sur privatisation de l'hôpital, destruction, etc. Et là, on a apparemment un truc qui s'appelle le détournement de la santé. Bah écoutez, alors là, je dois faire à regarder plus tard. J'ai jamais utilisé cette fonction, mais écoutez, je vais le faire. Et je sais même pas où c'est, vous voyez. Mais pourtant, parfois, je clique par mégarde sur copier, etc. Non, bah écoutez, à regarder plus tard, non, ça, paramètres, non. Lecteur réduit. Enregistrer, je crois que c'est là. Non, c'est une playlist, mais c'est pas ça que je veux. Écoutez, peut-être d'en partager. Il y a à regarder plus tard. Non, attendez. Non, non, non. Bon, mais ça m'intéresse, faudra pas que j'oublie. Allez, bah, de toute façon, je me suis abonné, donc je le reverrai. On va à la page 2, les amis. La féminisation du secteur médical, que du bonheur. Ouais. Ça a toujours été ultra féminisé. Bon, je sais pas si ça a un grand rapport, mais possible. Hein. Mais juste dire comme ça quelques mots, ça suffit pas. Faudrait un peu plus de matière. Et ça troll les Américains avec leur système de santé. Bien sûr que le système n'est pas parfait, mais le nôtre est nul aussi, surtout ces dernières années. L'urgence est devenue un repère à cassos, drogués, SDF. Impossible d'avoir un rendez-vous pour quoi que ce soit sans avoir 2 mois d'attente. Plus de généralistes, ouais, vive la France, ouais, c'est vrai. Putain, même moi, je suis pas dans un désert médical, enfin, où je suis pas censé être dans un désert médical, banlieue parisienne, tu vois que c'est le bordel, que Paris, enfin, tous les services sont saturés pour prendre des réservations, etc. Il y a tout un truc à changer. Mérité pour ses collabos. Tout mon respect à ceux qui fuient ce boulot ingrat et discriminatoire. Entre ça et les restos sans personnel, c'est un régal. Vivement septembre quand prime les golems courent niquer totalement leur système immunitaire avec la 4e dose comme en Israël. Quel régal, nous dit-on. Les jeunes qui critiquent l'état du pays, vous savez pas la chance que vous avez. La France a un système de santé que le monde entier nous envie. Efficace, performant et pas cher. On avait. Je suis content de payer des impôts pour qu'on s'en retrouve à bientôt solliciter Médecins sans frontières et ces dispensaires pour nous soigner. Moi aussi, en tant que non-vacciné, je suis ravi de payer des impôts pour un hôpital au bord du gouffre auquel j'ai accès pour la modique somme de 25 € plus un fistage nasal, ainsi que pour nos gentils restaurateurs qui, après avoir pris un an de vacances financés par nos soins, m'ont interdit d'entrer dans leur établissement pendant 6 mois pour finalement aller embaucher des serveurs tunisiens pendant que je continue de payer le chômage de mes compatriotes. Tout à fait ravi. Ouais, petite synthèse, bonne synthèse sympa, ouais. L'hôpital, c'est un enfer. Vivement que tout soit privatisé. On n'est jamais mieux que dans le privé. Bon, le golem privatiseur, non, non. La preuve avec les États-Unis. Voilà, oui, si t'es riche, c'est mieux, effectivement. Si t'es riche, c'est mieux. Mais le but, c'est quand même d'avoir une population. Après, si tu te dis, bon, la population est en train de changer, est-ce que j'ai vraiment envie que cette population se vivre avec ses acquis. En plus, la population qui change n'est pas forcément celle qui est au coude à coude pour préserver les acquis sociaux. Donc ça accélère finalement la destruction de la France. Donc à un moment, je comprends qu'il y en ait qui jettent l'éponge, qui se barrent, voilà, qui essayent de percer même en baisant d'autres personnes, en vendant des formations à la con ou autre, et qui se disent, bon allez, mon pays s'effondre.
La population ne veut plus de moi, je vous baise et je me barre. Voilà. Bon, sujet sombre, mais moi ça me rend triste, effectivement, l'hôpital. J'y étais récemment avec ma femme qui a fait un truc, bref, de l'endométriose pendant la nuit. Premier hôpital, ils n'ont pas de scanner. Donc j'ai dû aller dans le deuxième hôpital. Deuxième hôpital, ils en ont un, mais on a été plutôt sur les urgences des meufs qui accouchent en gros. Pareil, il a fallu attendre un peu longtemps. Bon, au final, ça s'est bien passé, mais sauf qu'elles ont fait un diagnostic complètement merdique, hein. Elles n'ont pas décelé l'endométriose alors qu'ils ont fait un scanner. Ils ont, à la place, ils ont dit, je sais plus ce qu'ils ont dit, j'ai le rapport, mais bref, apparemment, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter ou autre, sauf qu'elle a eu toujours mal, on est allé chez le médecin après, du coup, gynéco, du coup, petite radio à 110 euros dans un truc privé. Enfin, je sais pas si c'était privé en fait, mais bref, petite radio à 110 balles. Et là, ça a été plus efficace. Donc pourquoi ils n'ont pas vu directement ça à l'hôpital? En plus, c'était des meufs qui se sont occupées d'elle. Je sais pas, même moi, je sais, endométriose, tu sais que t'as une meuf qui a mal pendant les règles, tu dis bah c'est de l'endométriose, tu vérifies un peu. Pourquoi elles n'ont pas vérifié ça? Pourquoi on a perdu du temps là-dessus? Pourquoi elles n'ont pas directement fait des prescriptions? J'en sais rien. À un moment, tu te dis mais putain, vous êtes médecin. Enfin, genre, c'est pas mon boulot, mais à un moment, pourquoi? Et après, ouais, bah, du coup, comme c'était des meufs qui s'occupent des grossesses et tout, peut-être qu'elles sont pas trop portées sur l'endométriose. Mais je sais pas, t'as une meuf qui est pliée de douleur pendant les règles, à un moment, tu te dis. Enfin, non, je sais pas, tu te dis, bon, endométriose peut-être, parce que c'est peut-être un peu la définition. Mais apparemment, non. Bon, bref. Bah, finalement, si. Mais ouais, donc, mais au moins, il y a pas eu trop de problèmes pour attendre aux urgences. Par contre, j'ai vu, enfin, parce que j'étais dans les urgences gynécologiques. Par contre, je vois les autres qui étaient dans les urgences normales, ouais, là, il y avait de la queue. Et effectivement, il y avait un mec bourré qui s'embrouillait avec le vigile, tout simplement, voilà. Donc, c'est vrai, je sais pas. Donc vous, il suffit que vous atterrissiez la nuit aussi, que vous voyez ça, vous dites, est-ce que c'est le théâtre chaque jour? Est-ce qu'il y a besoin que d'un seul mec de sécurité? Est-ce qu'il y en a besoin de plus? Je sais pas, mais oui, oui. Du coup, c'était assez représentatif de ce qui est écrit sur le forum. Même pareil, pour les cancers du sein, par exemple, les hôpitaux publics ont de meilleures statistiques que les hôpitaux privés. Typiquement, l'hôpital américain de Paris fait moins bien que Saint-Louis, alors qu'il facture des dizaines de milliers d'euros, tandis que Saint-Louis est gratuit. Ce qui est vraiment navrant, on est en train de laisser couler un truc vraiment performant. Et ouais, en plus, on a des médecins en France avec l'éducation française et tout. Bon, après, c'est comment dire, le positionnement un peu gauchiste général de la France. Après, bon, on sait que c'est la reproduction sociale, que les médecins, c'est des bourgeois de base, qu'il y en a pas mal, ça va être de la bourgeoisie de droite, etc. Et que les mecs, ils veulent pas forcément. C'est pas forcément le bien commun qu'ils visent, mais c'est les trois Porsche et les vacances en Thaïlande, faire de la plongée, hein. Bon, après, pas les généralistes et les urgentistes, non. En général, les mecs qui font ça, ils vont plutôt aller sur d'autres spécialisations. Mais bref, pour les généralistes et les urgentistes, la plupart, c'est des mecs qui ont une négation folle. Et enfin, c'est très difficile pour eux. Mais le problème, c'est ouais, ils sont pas assez valorisés par rapport aux autres. Et je sais pas, moi, il y a une question de numerus clausus à un moment. Enfin, vaste sujet, hein. Est-ce que Primum non nocere a fait des trucs là-dessus? Faudrait voir. Faudrait à la fois des économistes, faudrait à la fois des médecins, mais à un moment, faudrait qu'il y ait un gros colloque et que ça change et que ça aille mieux, parce que c'est pas possible. On n'en est pas à un tel niveau en France que, enfin, on doit être en position tiers-monde. En France, on doit payer un test PCR 40 euros pour pouvoir entrer dans un hôpital, donc subir un apartheid. On attend 10 heures aux urgences, on y meurt parfois, on se fait diagnostiquer avec 4 mois de retard, on a un service minable, et pourtant 30% de mon salaire de mon salaire part dans la sécurité sociale. Est-ce normal? T'es sûr que c'est 30%? C'est possible, hein, mais ça me paraît. Oui, c'est possible. Encore des gens pensent que le système de santé français est bon, or nous sommes l'un des pires pays de l'OCDE au niveau de la qualité des soins. Alors faudrait une courbe, mais effectivement on a perdu. À une époque on était top 3, top 4, et maintenant on est derrière la Belgique, je sais plus combien on est, je sais plus, mais je crois qu'on est même plus dans le top 10, donc ouais, effectivement c'est effondré. On préfère payer des vigiles aux 4 entrées des grands hôpitaux pour vérifier des passes, alors que le vax empêche pas la transmission. Je suis pas sûr que ce soit pour les passes, hein, les vigiles, hein. Après, il y a des gens, ils veulent passer devant les autres. Oui, il y a des personnes alcoolisées ou qui ont des mœurs plus portées sur la violence et qui sont plus individuelles que d'autres. J'ai déjà vu des mecs, ouais, passer devant tout le monde au truc, dire ouais, soit de mon fils ou autre. Enfin, il y avait un poste d'un médecin. Le mec disait oui, il est venu parce que il avait frappé son fils, il est passé devant tout le monde, il a gueulé. Une fois que j'étais avec lui, il commençait à me gueuler dessus, je commençais à bégayer, etc. Et il y a des mecs du coup d'extrême droite dans les commentaires qui disent est-ce que vous pouvez nous vous décrire le profil?
Le profil de la personne qui vous a agressé comme ça. Est-ce qu'on peut tirer une généralisation, etc. Le mec dit oui, je sais trop bien ce qu'implique le racisme, etc. Donc c'était assez drôle. Le mec disait bon, ok, vous avez un problème, vous allez juste gueuler un peu, mais vous faites rien pour que ça change, donc niquez-vous. Mais bref, effectivement, il y a ce sujet aussi de population plus, on va dire, virile, hein, la fameuse virilité indigène. Que d'autres qui peuvent causer des problèmes et du coup t'as besoin de payer des vigiles et ouais. Bon, moins de Magali de 60 kilos assises derrière leur comptoir, plus de vigiles. À un moment, il y a un truc qui s'appelle l'armée en fait. En France, il y a des mecs de la Légion étrangère, je pense qu'ils seraient contents d'aller faire de la régulation, enfin quoique, j'en sais rien en fait. Mais moi je suis pour embaucher l'armée dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les trucs. À un moment, il y a quand même pas mal de gars, je pense, qui je sais, en fait, je sais pas ce qu'ils font. Je connais pas ces trucs. Mais j'ai quand même moi, je sais qu'il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, putain, on se branle à l'armée. Après, c'est des gars qui ont fait le service militaire, donc c'est peut-être différent. Mais il y a pas mal de ressources vives, je pense, qui pourraient être utilisées en France pour des fins de sécurisation ou d'organisation là-dedans. Et oui, moi, à un moment, je dis, quand on est en situation de crise, on doit renier sur les droits de l'homme, sur plein de trucs pour redresser la barre vite. Enfin, je me dis, oui, bon, à un moment, tu as des principes, mais tu as la situation du pays qui est plus importante que ça. Donc, après, à voir, parce que l'armée, si tu te dis, bah, ils sont peut-être au poste de frontière, enfin, j'en sais rien, moi, mais comment se mènent les guerres maintenant? Tu as des boucliers antimissiles, t'as des avions et tout, t'es plus comme au Moyen-Âge, t'as pas besoin d'avoir des vigies. Donc, je sais pas, on a beaucoup de militaires. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils font des pompes ou autre, ils doivent nettoyer, mais peut-être un peu moins de nettoyage et peut-être un peu plus de sécurisation des hôpitaux, comme ça, t'as moins de vigiles à payer, et tu peux embaucher un ou deux, enfin sans doute plus un seul interne ou je sais pas quoi en plus, ou personne de l'administration. Voilà. Après, bon, mais il y a d'autres endroits où tu peux réduire l'argent dépensé pour augmenter celui de l'hôpital. Si les soignants avaient refusé en masse le vaccin, le gouvernement n'aurait rien pu faire, même sur la population générale. On veut remercier la flopée de médecins débiles et lâches qui harcelaient le personnel pour qu'ils fassent un vaccin EcoPlus sur un Covid. Des génies. Ouais, en plus, à cause de ça, pas mal, enfin, je crois que ça représente que moins d'1%, hein, mais il y a eu encore quelques personnels hospitaliers qui sont partis parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vac. Et du coup, ouais, bah, ça diminue encore les ressources, c'est le problème. Tant mieux, il est important que les Français en aient pour leur argent. Ouais, bah, il y en a qui sont accélérationnistes, comme on dit, ils souhaitent la mort du pays, la fin de la France. En France, les soins sont gratuits, et pour cause, il n'y a plus personne pour les dispenser. Pourquoi tu restes en France? On a le meilleur système médical, et c'est gratuit en plus. Bientôt, les impôts et les taxes qui ne vont servir qu'à rembourser les intérêts de la dette et le train de vie de l'État et des boomers. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Tu dis, il y a tout un énormément d'argent. Je crois que c'est le deuxième foyer de dépenses. Non, attends, foyer. Parce qu'il y a un mot que c'est le foyer de la dette, je crois. Le deuxième truc de dépense, c'est le remboursement de la dette. Alors après, les gens disent oui, mais faut la payer la dette quand même pour qu'on puisse continuer à emprunter. Il y en a d'autres qui disent oui, mais est-ce qu'il y a besoin d'emprunter? Est-ce qu'on peut pas se séparer de la Banque Centrale Européenne et faire notre propre truc, etc. Un débat économique qui me dépasse un peu, mais à un moment tu te dis oui, on dépense tellement d'argent dans cette dette. Est-ce que, alors que ça, c'est des banques qui, je crois, créent de l'argent à partir de rien, tu te dis pourquoi en fait? Pourquoi on est asservi? Pourquoi on dépense de l'argent là-dedans? Pourquoi on a besoin d'eux? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc oui, après, à partir de là, normalement, tu es un peu réveillé, tu commences à être défiant vis-à-vis de l'Europe et tout ce qui est imposé. Hein. Donc voilà. Je suis tellement heureux de voir ce qu'on a fait avec mes 45% de salaire reversés à l'État, plus mes taxes et impôts en tout genre. Tout ça pour vivre dans un pays déclassé avec un système de santé pourri, une éducation nationale à la ramasse et des services publics low cost entourés d'une criminalité galopante. Putain, vivement que je fasse un coup de fric et que je me tire de cet enfer. En gros, ils n'arrivent plus à trouver de temps pour faire des TikTok. Alors apparemment, il y avait pas mal de médecins ou autres qui faisaient des TikTok pendant la crise Covid. J'en ai pas trop entendu parler, j'en ai pas trop vu. Ok. Attendez. J'ai découvert une infirmière récemment. Alors, je vous donne ça parce que je suis fort galant avec vous. Comment ça s'appelle? Vous pouvez regarder l'écran parce que c'est relativement intéressant. On parle de coefficient mammaire absolument incroyable. Donc imaginez que vous êtes pour une raison ou autre dans un hôpital ou autre, je sais pas, vous avez des problèmes de tension et que vous avez 7
cette infirmière qui vient s'occuper de vous. Je sais pas moi, vous faire une épilation, vous raser ou vous retourner pour vous pissiez ou autre. Attendez, vous êtes prêts? Ça charge. Voilà. Votre réaction? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait pas mal de commentaires un peu rigolos dans les trucs je sais pas, il doit y avoir une hausse d'hypertension pour la patientèle de cette infirmière, etc. Donc, bref, oui, fameuses infirmières sur TikTok. Est-ce que c'est de ça dont on parle ou pas? Je sais pas. Il y en a, voilà. Il y a des commentaires drôles sur TikTok. Peut-être qu'à un moment, il faut que je m'intéresse à TikTok parce que comment ça s'appelle, du flux qui peut venir de là-bas, hein, des jeunes ou autres. Et en plus, parfois, il y a des commentaires assez rigolos. En plus d'avoir effectivement un contenu, là, comme vous le voyez, vidéoludique tout à fait pertinent. Hein. Comme ça, on peut voir à quoi ressemblent les infirmières mexico-américaines. Hein. Attends, comment on appelle? Latino-américaines, n'est-ce pas? Le système de santé des États-Unis a l'air pas mal, hein. Voilà. Ah, pendant le premier confinement du Covid, toute la chier des vidéos TikTok qu'on s'est tapé avec des infirmiers et infirmières en train de faire des chorégraphies dans les couloirs d'hôpitaux. Ouais, moi, j'ai pas vu plus que ça, mais. Bref, en tout cas, voilà. Moi, c'est ma connaissance TikTok des infirmiers. Je connais pas grand chose de plus. Le Covid n'a pas surchargé les hôpitaux. Les hôpitaux étaient en réalité surchargés depuis plus de 10 ans. C'est vrai, hein, ça fait des années qu'on en parle. Il n'y a qu'à voir tous les articles datant de la période 2009-2019 sur les services des urgences saturés dans chaque grande ville. Oui, on entendait ça tout le temps. 25 ans qu'on détruit l'hôpital public en supprimant des postes au cancer et des lits. Plus de 130 000 lits supprimés en 25 ans. Incroyable. Donc, qu'il y ait une pandémie de rhume éco plus ou pas, ça change rien. Les hôpitaux sont saturés dans tous les cas. Et avec la population de boomers qui vieillit, qui nécessite de plus en plus de soins, ça va pas aller en s'arrangeant. Mais bon, au moins, virus bidesque, les médias et le gouvernement pourront utiliser l'argument des services saturés pour faire piffer les gens et faire accepter tout type de mesures liberticides comme des confinements, etc. Et oui, tout à fait, je suis d'accord avec cette lecture. Tout est prévisible, et dans 10 ans, ils nous diront encore qu'on peut pas augmenter le nombre de médecins parce que ça prend 10 ans, etc. Oui, mais connard, faut s'y prendre maintenant. Et il doit y avoir une grosse discussion là-dessus. Mais comment on peut accepter que la santé se casse la gueule en France, quoi? C'est limite notre seule fierté maintenant. Et même ça, on n'a plus ça. À un moment, tu comprends que les mecs se barrent et qu'il n'y a rien à sauver, qu'il n'y ait plus de fierté nationale ou autre. Pilier de la sécurité, effondrement. Pilier de la santé, effondrement. Pilier de l'emploi, effondrement. Pilier du niveau de vie, effondrement. La France est en effondrement. Mais on a la sécu, donc si ça va, t'as vu, en vrai, c'est gratuit. Hein. Même si on est dans le pays qui paye le plus d'impôts du monde, avec Macron, le vieux d'Imanique, ça va le faire, du moment que le AN n'est pas passé. Bon, après, est-ce que le programme social du FN était si avantageux que ça et si miraculeux? Peut-être pas, mais pour moi, ça aurait toujours été préférable, effectivement, à une Macronie qui accélère le processus. Voilà, l'élite. C'est terminé pour cette vidéo peu sympathique, hein, deux sujets un peu tristes, hein, entre le Burkini et l'hôpital, mais bon, c'est comme ça. Allez, on reprend sans doute un autre jour pour un sujet plus léger. D'ici là, j'aimerais bien m'entraîner parce que j'aimerais bien m'entraîner, mais il fait extrêmement moche en ce moment sur Paris. Il y a des grosses pluies très puissantes. Voilà. D'ailleurs, l'orage m'a réveillé cette nuit. Voilà, vous le savez. Et je vous souhaite donc à tous une excellente fin de journée. À plus, ciao.